Les amis, bien le bonjour. Je suis Martial Zomanga, opérateur en décentralisation et développement local. D'abord, je vous invite à suivre cette vidéo, cet extrait, ce reportage, et puis je vous reviens dans quelques minutes. Quartier Kamkoum, dans le 3e arrondissement de Bassam, région de l'Ouest Cameroun. C'est ici qu'Aïssi Rodrigue, chercheur indépendant d'énergie renouvelable, conçoit et réalise les fruits de ses recherches. Tout ça, ce sont les réalisations qui sont en cours. La toute dernière trouvade ici est la transformation de l'eau en carburant. De l'eau, un récipient de 5 litres, un moteur de transformation conçu par lui, avec les matériaux de récupération, une source d'énergie électrique et le tout est joué. Après quelques minutes d'assemblage, on a les atomes d'hydrogène explosifs. Voilà le carburant. C'est ça qu'on injecte. Voici le carburant. Les atomes d'hydrogène explosifs sont transformés en gaz et autres, et là on obtient la flamme. C'est l'eau transformée en carburant qui est en train de brûler là. La taille atteint un certain niveau, comme il y a trop de la première. This Mutumbu na help dedicated for all my companies where they there for war for all Kanka Nangai. Yes, for all my own people where they there for joie for Sabasa. Mbombo una teme una bugulu. Transformation de l'eau en carburant, Aïssi Rodrigue, chercheur indépendant, revient sur la genèse. Le premier projet, je travaillais sur l'énergie quantique. L'énergie quantique est tellement complexe, donc c'est une énergie qu'on obtient à partir de rien, mais qui est bien faisable. En travaillant sur ça, c'est comme ça maintenant que je suis tombé également sur cette idée. Pourquoi pas transformer l'eau en carburant en travaillant sur ce système d'énergie quantique. C'est comme ça que, puisque lui, il était un peu plus facile que l'énergie quantique. Oui, il était un peu plus facile que l'énergie quantique. Bon, il m'a fallu réaliser d'abord ceci. Maintenant, en continuant des recherches sur l'autre système à énergie quantique. Ceci est le résultat de 16 ans de recherche. Le premier résultat était quand? Les premiers résultats étaient en 2017. En 2017, lorsque j'ai produit le premier carburant qui venait de l'eau, c'était une toute petite flamme. Toute petite flamme. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie. J'étais tellement heureux, j'étais tellement content, j'étais tellement ému que j'ai pu réaliser. Mais une fois qu'on atteint ce genre de but, on voit plus grand. On voit que ce qu'on a fait là, c'est rien. Il faut maintenant produire une énorme quantité. Rodrigue a les capacités de transformer l'eau en carburant en grande quantité, pouvant alimenter près de 200 maisons. En électricité, une maison doit consommer peut-être environ 500 watts. 500 watts dans une maison, vous pouvez 500 watts pour alimenter un congélateur, des ampoules et des télés. 500 watts. Oui. Donc, si je prends 500 watts fois 200, on va se retrouver au moins à 10 000 watts d'électricité. Donc, les 10 000 watts d'électricité là, s'il faut que cela soit faisable, on va se retrouver au moins à 200 millions.
Il a aussi subi les revers de son invention. Lorsque j'ai eu mes tout premiers résultats, vous avez vu comment ça explose, bam, 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 un peu partout. Ouais. Je ne sais pas qui a alerté la police, la gendarmerie, je ne sais pas. C'est comme ça qu'un matin, je me lève, on m'a encerclé. On a fait une bonne prise, en fait, ce sont les paroles qu'ils ont utilisées ce jour-là. On a fait une bonne prise aujourd'hui, on a arrêté le chef des empoisonneurs. Je vous assure, pendant ces interrogations, j'ai tout déballé ce que je suis capable de faire. Je suis capable de fabriquer des moteurs, des voitures. Ce n'est pas des trucs qu'on parle d'adapter, on fabrique nos propres moteurs. Autre fruit de la recherche, la plaque à gaz à base du pétrole. Ici, tout est fait avec les matériaux de récupération. Et si vous voulez plus de flammes, vous ouvrez ici. Au fur et à mesure que la fréquence des gouttes tombe, c'est comme ça que la flamme va aussi grandir plus rapidement. En gros, c'est le pétrole qui est transformé en gaz. Oui, ici c'est le pétrole liquide. Et là, il y a le gaz qui est en train de brûler. Transformation pour transformation, voici le prototype de l'unité de transformation de l'eau du manioc en éthanol. Et ça porte encore l'estampille d'Aisinga. Le chef-d'œuvre est achevé à plus de 95%, du moins au moment où nous étions là. Il faut trouver aussi d'autres idées alternatives pour pouvoir permettre aux consommateurs de faire la différence, de voir ce qui est plus meilleur. Est-ce que c'est l'éthanol qui est bien? Est-ce que c'est le gaz qui est bien? En fait, l'avantage avec l'éthanol, c'est que tu as tes 1 litre qui va coûter peut-être 1500 et vous avez au moins 2 semaines de consommation. Les 1 litre là te fait 2 semaines de cuisson. Oui. Par contre aussi, si on veut évaluer avec le gaz, on n'a pas tout le temps 8000 pour avoir une bouteille. On n'a pas tout le temps 8000. Parfois le paranormal s'invite dans le processus de recherche d'Aïssi. Pendant que tu es concentré à réfléchir comment tu vas fabriquer des trains, comment tu vas fabriquer les choses, c'est comme ça que tu entends d'abord des voix qui te parlent, et ce n'est plus des voix qui te parlent, c'est les images maintenant qui sont, c'est comme si c'est téléchargé dans ta tête, c'est pas. C'est bizarre. Pendant que les jeunes de mon âge sortaient pour aller jouer au foot, j'étais toujours dans ma chambre pour pouvoir chercher à comprendre comment fonctionne le monde. Ayant arrêté ses études en classe de 4e année mécanique automobile, Aïssi n'a pas forcément suivi le choix de ses parents. Pour moi, de ma part, ma mère ou mon père, ils voulaient que je sois sous-préfet ou bien préfet, quelqu'un de l'administration. En fait, c'était pas ça que j'étais. Ils ne me comprenaient pas. Parce que moi, j'avais toujours envie de fabriquer des choses pour aider ma mère. Quand je vois peut-être nous sommes dans l'obscurité, ça m'embête tellement, ça me dérange tellement. C'est là où je dis, il faut que je produise l'électricité à tout prix. Pour Aïssi, le système éducatif camerounais doit être revu, corrigé et réformé. J'ai beaucoup étudié, mais je n'ai pas beaucoup fréquenté. Pendant que j'évoluais avec mon cursus scolaire, je ne trouvais rien qui favorisait tout ce que j'avais en tête. J'avais envie de fabriquer la voiture, mais on me montrait des choses différentes de ce que j'avais en tête à l'école. Et ça ne m'arrangeait pas. Raison pour laquelle, puisque j'ai fait la MA, j'ai fait la MA, pendant qu'on nous enseigne la MA, on n'a jamais ouvert un moteur. Le professeur même qui nous enseigne, il n'est pas capable de maîtriser, il ne maîtrise même pas le moteur. Il maîtrise que ce qu'on a enseigné dans leur formation, là, je sais pas. On vous dit juste la théorie. Et il y a certains enfants qui n'ont pas besoin de la théorie. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est de voir. Il y a les intelligences qu'on appelle les intelligences photo. Lorsqu'il voit quelque chose, il analyse déjà tout et il comprend tout. Lorsque tu vas prendre la théorie, tu montres pourquoi la théorie. On va dessiner peut-être un cerveau fin. Je t'assure que le cerveau fin qu'on va dessiner sur le tableau est différent du cerveau fin réel. Ici, les documents lui adressés par le gouvernement pour le résultat de ses recherches, pas plus. Aïssinga Rodrigue, dit fils de Ligue Fomo, département de la laitier, région du centre Cameroun, est le premier consommateur des fruits de ses recherches. Les experts parleront de cobayes. L'énergie solaire, le gaz
les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tout ceci à base des matériaux de récupération. Aïssi Rodrigue nous confie qu'il a la capacité de créer l'électricité à partir de l'énergie spirituelle. Mais comment est-il possible? Lui seul détient le secret. Les amis, bien le bonjour. Je suis Martial Zouamanga, opérateur en décentralisation et développement local. Vous savez, ma formation me permet de toucher à certains domaines comme la planification, qui est un domaine qui entre dans la décentralisation, et bien d'autres choses. Et en dehors de ça, je suis aussi un amateur de technologie. Je fais certains bricoles de temps à autre. Je suis très agréablement surpris de savoir que dans notre pays, il y a des jeunes gens qui s'intéressent à des recherches d'une telle nature et d'une telle valeur. Valeur du point de vue économique, valeur aussi du point de vue géostratégique. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai été surpris de savoir qu'ils travaillent seuls, de manière autonome, mais aussi qu'il est un peu laissé à l'abandon par les pouvoirs publics, notamment le ministère de tutelle qui est le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, le MIRESI. Alors, je voudrais qu'ensemble, on voit, parce que je me rends compte, plus je grandis, quand tu arrives au Cameroun, soit tu deviens fou, soit tu deviens sage. Et je me rends compte, plus je grandis, que nous vivons dans une certaine insouciance, dans une certaine incompréhension totale des enjeux, que ce soit des enjeux économiques, que ce soit des enjeux géostratégiques. Nous sommes dans un contexte à l'heure actuelle où nous connaissons de plus en plus de pénuries dans les stations-service. Il n'y a qu'à voir la queue que les gens font. J'enregistre cette vidéo à Yaoundé le 29 novembre. Nous sommes le 29 novembre. Dans l'après-midi, je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Et je me rends compte qu'il y a une méconnaissance des enjeux géostratégiques. Je ne sais pas à quoi c'est dû exactement. Soit à une ignorance, soit à une négligence, soit à un je m'en foutisme. Toujours est-il qu'il m'a paru bon de faire une vidéo que je ne voudrais pas très longue. Elle sera nécessairement un peu longue parce que seulement le reportage va dans les 10 minutes et les explications que je vais donner auront aussi à peu près 10 minutes. Je ferai l'effort de ne pas être très long. Déjà au niveau géostratégique, nous sommes à un moment où les ressources de pétrole, le pétrole qu'on a appelé l'or noir, ces ressources sont en train de s'épuiser. Et de plus en plus, ceux qui ont des gisements de pétrole chez eux sont en train d'économiser. Vous allez voir tous les conflits qu'il y a tout autour. L'Union européenne a voté une loi pour que d'ici 2035, que les voitures à motorisation thermique, c'est-à-dire les voitures qui consomment de l'essence, du gazole et tout ça, que les voitures qui consomment à l'énergie venant des produits dérivés du pétrole, que ces voitures-là ne soient plus produites. L'Union européenne a voté cette loi-là. L'Union européenne a voté cette loi-là. Les États-Unis ont emboîté le pas. Et depuis le temps où cette loi a été votée, les gens se sont rués vers les véhicules électriques. Et ces véhicules électriques-là, eux-mêmes, ne sont pas sans... Comment dirais-je? Les véhicules électriques eux-mêmes ne sont pas sans entraîner d'autres soucis géostratégiques parce que vous savez que quand on parle des véhicules électriques, il faut utiliser des batteries. Et ces batteries-là sont fabriquées avec ce qu'on appelle les métaux rares, les minéraux rares. Le Cameroun compte certains de ces minéraux, mais là n'est pas la question aujourd'hui. Donc, cette législation-là a entraîné un basculement vers l'électrique, une ruée vers l'électrique. Et ça pose encore des problèmes de ressources parce que même ces métaux rares, qui pour beaucoup sont disponibles, tout le monde ne les a pas.
Donc probablement il y aura encore des conflits et des guerres au sujet de ces métaux, rares qui entrent dans la composition des batteries, qui sont l'élément essentiel. Pour titre de rappel, les batteries, quand on fabrique une voiture électrique, les batteries à elles seules valent à peu près, dans certains cas, les 1 quart, ou dans certains cas, les 1 tiers de la valeur totale des véhicules. Ça veut dire que les batteries sont un élément fondamental dans la fabrication des voitures électriques qui se veulent voitures vertes ou voitures écologiques, ou plutôt voitures du futur. Là n'est pas la question, parce que ici vous trouverez certainement beaucoup de détracteurs des voitures électriques qui vont pouvoir démontrer avec des chiffres et des faits à l'appui que les voitures électriques ne sont pas aussi vertes que ça. Mais soit, là n'est pas la question. Mon problème ici, c'est du point de vue géostratégique, l'importance de maîtriser une technologie comme celle que ce jeune homme a développée. Et je suis surpris de savoir qu'il ne reçoit pas de subvention, il ne reçoit rien pour produire une telle technologie. Alors, je vous explique donc. Aujourd'hui, une des pistes pour sortir des problèmes de mobilité qui risquent de se poser au futur à cause de la source d'énergie, une des pistes très très sérieuses à l'heure actuelle, c'est les voitures électriques à hydrogène. Les voitures électriques à hydrogène. Je ne dis pas voiture à hydrogène, mais je dis voiture électrique à hydrogène. L'expression est peut-être un barbarisme, mais les véhicules à hydrogène. Ces véhicules à hydrogène sont des véhicules électriques puisqu'ils sont propulsés par des moteurs électriques, mais ils utilisent la technologie de la pile à combustible. La pile à combustible ici, dont le carburant essentiel est l'hydrogène. Alors, quel est donc l'avantage de maîtriser une technologie comme celle de l'hydrogène? C'est que l'hydrogène est l'élément le plus répandu dans la nature. C'est l'élément le plus répandu dans la nature. Partout où vous irez, vous allez trouver de l'hydrogène. Dans l'air, il y a de l'hydrogène. Pourquoi est-ce que c'est l'élément le plus répandu? Il n'existe pas à l'état pur. Donc, c'est une matière qui est toujours combinée aux autres éléments dans la nature. Et cette matière-là, donc, pour obtenir la matière pure, l'hydrogène pur, il faut le séparer d'avec les éléments auxquels il se rejoint. Et vous avez souvent vu la formule de l'eau, le H2O. Pour rappel, la Terre est couverte à près de 70% de l'eau. Ça veut dire que partout où vous trouvez de l'eau, vous allez trouver de l'hydrogène. Vous avez l'habitude d'écrire, ou bien on a l'habitude d'écrire, ou les scientifiques ont l'habitude d'écrire la formule chimique de l'eau, H2O. L'eau a donc 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. C'est ça la composition chimique de l'eau. Ce que vous avez vu ce jeune homme faire, ça s'appelle de l'électrolyse, c'est-à-dire que on fait passer un courant électrique à travers l'eau. Et ce courant électrique-là, d'une certaine intensité, casse les molécules d'eau et sépare donc ces molécules. L'oxygène va d'un côté et l'hydrogène va de l'autre côté. Et il récupère donc l'hydrogène pur. Ce truc que vous avez vu mousser dans la vidéo, dans le reportage que j'ai mis, ce truc que vous avez vu mousser là, c'est des molécules d'hydrogène. Et vous avez vu qu'elles sont très sensibles. Elles réagissent violemment, brutalement. Mais ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est qu'il parvient à faire ça avec des moyens, des matériaux de récupération. C'est-à-dire que des trucs ramassés par-ci, par-là, et avec le génie qu'il possède, avec le talent qu'il possède, il parvient à fabriquer un électrolyseur. C'est-à-dire qu'un appareil dont il peut se servir pour faire l'électrolyse. Casser donc ces molécules et recueillir donc ces molécules d'hydrogène. Quelle est donc l'importance d'une telle recherche? Je vous expliquais qu'aujourd'hui, l'une des pistes importantes, essentielles pour la mobilité du futur, c'est les véhicules électriques à hydrogène. Ces véhicules électriques à hydrogène qui sont alimentés non pas par une batterie,
mais par ce qu'on a appelé une pile à combustible. C'est un dispositif qui est déjà là. Dès qu'on insère les bonbons d'hydrogène, les bonbons d'hydrogène sous haute pression, ces bonbons d'hydrogène passent par un certain dispositif qui est déjà installé dans la voiture, et ce dispositif-là génère donc le courant électrique qui va faire tourner les moteurs électriques. Pour que vous compreniez le niveau, au niveau économique, la valeur économique de la recherche de ce jeune homme, comprenez qu'aujourd'hui, 1 kg d'hydrogène permet de parcourir en moyenne 150 km pour les voitures. 1 kg d'hydrogène permet de parcourir en moyenne 150 km. Donc, on ne va pas dire 1 litre d'hydrogène, on va plutôt parler en kilos. Donc, avec 3 litres et demi, vous pouvez parcourir 500 km. Donc, ce truc que ce jeune homme était en train de produire, imaginez ceux qui ont les voitures les moins gourmandes à l'heure actuelle. Je vais prendre une voiture très vulgaire que tout le monde connaît, la Toyota Yaris. Quand vous avez votre Toyota Yaris, vous êtes dans les 7 litres, les 8 litres au 100. 9 litres en conduite urbaine. Mais si vous êtes sur une route, une nationale, vous pouvez être dans les 7,5, 7 si c'est une version essence, et vous pouvez consommer un peu moins que ça si c'est une version diesel. Donc, vous voyez à quel niveau stratégique, à quel niveau d'importance une recherche comme celle-là peut sauver la vie des Camerounais dans les jours qui arrivent. Donc, nous sommes à un niveau où le FMI est derrière nous. Le FMI nous demande d'augmenter les prix du carburant. Supposez demain qu'on se réveille, nous sommes dans la cité capitale, supposez qu'on se réveille demain, je crois le prix du super actuellement à la pompe c'est 730 francs et le prix du gazole 720 francs. Supposez que demain on se réveille et que on nous dise que bon, le gouvernement camerounais a finalement cédé à la pression du FMI et que peut-être le carburant coûte déjà 1000 francs le litre. Déjà le prix du transport va augmenter. L'augmentation du prix du transport va entraîner une inflation généralisée sur le marché. Vous savez que tout ce qui se consomme dans un marché doit être transporté. Je mange du manioc à Yaoundé. Mon champ n'est pas à Yaoundé. Si ce champ est produit dans une petite localité, peut-être à Obala, à 30 ou à 40 ou à 50 km de Yaoundé, ce manioc qui est transporté sera sujet à payer des frais de transport. Et ces frais de transport-là seront répercutés sur le manioc. Donc, aujourd'hui, il est temps de sortir des préoccupations de bas étage, parce que je me rends compte que bon, les Camerounais vivent dans une insouciance et puis ils ne sont pas fichus, tout les surprend. Donc moi je suis étonné de savoir que une recherche aussi salvatrice que celle-là, qui peut nous permettre d'acquérir une certaine autonomie, une certaine indépendance, ce que ce jeune homme était en train de faire, c'est un processus qui, avec un peu de moyens, vous avez vu, il fait ça avec des moyens rudimentaires. Ça veut dire que si on lui donne un budget conséquent et on met autour de lui d'autres savants qui maîtrisent mieux la technologie, des Camerounais, on peut au Cameroun développer une autre forme de mobilité. Certains me diront que oui, on ne peut pas. Voilà quelqu'un qui, à base de matériaux de récupération, parvient à fabriquer un électrolyseur. Donc les amis, je vous soumets ce contenu pour que les uns et les autres se réveillent. Je reviendrai faire une autre vidéo là-dessus où je vais expliquer davantage en profondeur les tenants et les aboutissants de cette histoire, de cette affaire. Sur ce, je vous laisse méditer sur ce contenu et me donner vos suggestions et vos avis en commentaire.
Les amis, je vous laisse et à très bientôt sur ce même canal pour une nouvelle édition.